Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et Jean-François Aquili, votre invité politique ce matin sur Sud Radio, c'est David Amiel, ministre délégué en charge de la fonction publique et de la réforme de l'État. Il y a du boulot à faire. Oui, bonjour David Amiel. Bonjour. Nous allons justement évoquer votre croisade contre les tarifs abusifs pratiqués par les centrales d'achat public. Il y a sans doute des milliards à dégager dans cette histoire. Un mot d'abord sur l'attaque terroriste de Sydney. Vous êtes membre du gouvernement. Elle avait pour but de tuer le plus grand nombre de juifs. Que dites-vous ce matin, David Amiel? Est-ce là le résultat de l'antisémitisme, il faut le dire, qui a gagné le monde entier et que nous constatons ici en France? Oui, l'antisémitisme se répand, il se répand dans le monde entier et cet antisémitisme tue. On l'a vu hier, dimanche, en Australie, et on pense évidemment aux familles des blessés, des victimes, à leurs proches, à tous les juifs qui fêtent en ce moment même les fêtes de Hanouka. Mais c'est aussi le cas en France. L'antisémitisme a tué et tue en France et c'est la raison pour laquelle il faut le combattre pied à pied, non seulement combattre le terrorisme, mais aussi combattre tous les discours qui pavent la voie à ces actes. Vous dites les discours, est-ce que certains politiques jouent avec le feu depuis le 7 octobre ? Il est évident que depuis le 7 octobre, certaines déclarations politiques du côté de l'extrême gauche alimentent l'antisémitisme. Du côté de la France insoumise, c'est évident aussi qu'il y a un antisémitisme d'extrême droite qui n'a pas disparu. On le voit aussi jour après jour. Donc oui, il faut pouvoir tenir une ligne intransigeante face à toutes ces manifestations d'antisémitisme. C'est la ligne du gouvernement. Oui, dénoncer ces discours qui peuvent fabriquer, on va dire, de l'antisémitisme et même des actions violentes. Oui. On a aujourd'hui beaucoup de juifs en France qui rentrent chez eux la boule au ventre, qui changent leur nom sur leur adresse, qui changent leur nom quand ils commandent un taxi, qui enlèvent leurs enfants de l'école publique. Et tout ça, c'est inacceptable. David Amiel, une réunion importante consacrée aux achats publics se tient aujourd'hui à Bercy. C'est pas anodin cette histoire. À la clé, ce sont peut-être des milliards que l'État pourrait économiser sur les centrales d'achat. David Amiel, les commandes publiques sont trop chères aujourd'hui? Les commandes publiques, c'est très important. Vous l'avez dit, c'est 230 milliards d'euros. L'État et les collectivités locales, évidemment, c'est nécessaire. 230 milliards d'euros. 230 milliards d'euros. Tous azimuts. Tous azimuts. Donc c'est une mairie au hasard, ou un ministère, peu importe, achète une cafetière, un fauteuil, je ne sais quoi, trop cher, sur catalogue. On a eu en tout cas beaucoup trop d'exemples où on voit effectivement que des mairies, des ministères achètent une cafetière des dizaines d'euros supplémentaires du prix auquel par exemple, nous irions les acheter au supermarché. Une cafetière qui est vendue 60 euros, elle peut être achetée par une mairie une centaine d'euros. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et donc j'y mettrai fin, et j'y mettrai fin avec un dispositif très simple. Quand une mairie, une collectivité passe par une centrale d'achat public, parce que souvent elle n'achète pas directement, elle passe par des centrales d'achat public dont c'est le métier, et qu'il y a un écart entre le prix qu'elle observe supermarché du coin sur internet et le prix qui est sur le catalogue de cette centrale d'achat, et quand il s'agit de l'UGAP, la centrale d'achat qui dépend de l'État, elle pourra le signaler immédiatement et le catalogue s'ajustera pour une très large gamme de produits. L'Union des groupements d'achat public, l'UGAP, qui brasse combien? Près de 7 milliards d'euros d'achat. Oui. Et ça veut dire quoi? Vous pouvez, techniquement, mettre le nez là-dedans? Parce qu'il va falloir aussi... il y a des intermédiaires, parce que les centrales d'achat, elles se fournissent sur une sorte de plateforme, en quelque sorte. Oui, mais c'est le rôle de l'État, de la politique, de s'assurer que les achats publics sont sous contrôle. C'est-à-dire que chaque euro est dépensé, et c'est bien ce que je m'emploie à faire. J'ai parlé du juste prix, c'est celui-là, mais il s'agit aussi de pouvoir faire des économies. Car sur cette masse considérable, on peut et on doit mieux faire. On vise avec Amélie de Montchalin, la ministre de l'Action et des Comptes Publics, 850 millions d'euros d'économies l'année prochaine, en 2026. On a déjà réalisé des économies les années précédentes et on continuera à aller plus loin. On peut le faire en faisant la transparence sur le fonctionnement des centrales d'achat public, j'en parlais. On doit le faire aussi en simplifiant la vie des acheteurs. Vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui passent des heures
heures et des heures à éplucher des appels d'offres, tout ça coûte très cher. Avec l'intelligence artificielle, on peut gagner 60% de temps. Ce sont aussi des outils qu'on va généraliser. David Amiel, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, une hypothèse qui donne 5 milliards d'euros à terme, pas l'année prochaine, mais d'économies potentielles, rien qu'en optimisant les seules collectivités, les achats des seules collectivités locales. C'est réaliste ou pas ? C'est réaliste à terme de faire plusieurs milliards d'euros d'économies, puisque dès l'année prochaine, nous visons 850 millions d'euros et on a bien l'intention de continuer les années suivantes en étant encore plus ambitieux. Vous parleriez de raquettes publiques avec ces centrales d'achat ? Non, les centrales d'achat, elles peuvent être et elles sont utiles. C'est les gens dont c'est le métier d'acheter. En revanche, il faut qu'elles fonctionnent mieux. Vous êtes d'accord pour dire que finalement, ce serait une solution pour trouver une trappe à milliards plutôt que d'accabler certaines catégories de Français? Je pense au débat fiscal, budgétaire. Vous reconnaissez qu'il y aurait là des marges à trouver. Pourquoi est-ce qu'on y pense aussi tard, en fin de compte ? Ça fait plusieurs années qu'on réalise des économies sur les achats publics, plusieurs centaines de millions d'euros tous les ans. Ce qu'on veut avec ce plan, c'est pouvoir aller encore plus loin, parce qu'effectivement, quand on demande des efforts à l'ensemble des Français, il faut commencer par s'assurer que l'argent public est aujourd'hui bien dépensé. Il faut aussi s'assurer que cet argent public serve à soutenir notre économie, nos PME, nos entreprises, nos industries, et qu'ils ne servent pas à biberonner des entreprises américaines ou chinoises. C'est aussi une des priorités de ce plan. David Amiel, dernière ligne droite pour le budget. Il reste 8 jours maximum avant la signature finale. Je parle du budget de loi de finances. Elisabeth Borne dit 49.3. Que répondez-vous ? Qu'il faut, avant de parler de 49.3, de loi spéciale, on voit tout ce débat procédural qui obsède la classe politique française, il faudrait d'abord savoir quel compromis on souhaite. Ce qui est clé dans les prochains jours, c'est de pouvoir rapprocher ce que le Sénat a travaillé et ce que l'Assemblée nationale a travaillé. On a réussi à faire adopter le budget de la sécurité sociale. C'est la moitié des dépenses publiques. Ce qui est devant nous, c'est le budget de l'État et le financement des collectivités locales. C'est l'autre moitié. Moi, je crois qu'on peut y arriver. Soutenez-vous les 2 mesures votées au Sénat ? Le non-remplacement d'un fonctionnaire de l'État sur 2 partant à la retraite à l'exclusion du régalien, c'est-à-dire l'armée, la justice, la police, et l'augmentation du nombre de jours de carence dans la fonction publique. Non. En ce qui concerne je ne les soutiens pas, c'est ce que j'ai dit au Sénat quand on a eu le débat, je l'ai dit aux sénateurs, parce que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, on l'a déjà essayé dans le passé. Et le problème de ces règles aveugles, c'est que ça nous avait conduit à l'époque, notamment à des coupes claires dans la police. On a mis des années à pouvoir rattraper cela. Ce que nous proposons avec ce budget, c'est des choix ciblés. On recrute dans la police, on recrute dans la justice, on recrute dans les armées, on recrute des accompagnants d'élèves en situation de handicap. On fait des économies considérables par ailleurs, et au total, le nombre d'emplois publics de l'État baissera de 3000 dans la copie qui est proposée par le gouvernement. Je crois que c'est cette approche ciblée, mission par mission, service public par service public, qui est utile. Y a-t-il trop de fonctionnaires en France ? David Amiel, Emmanuel Macron avait promis, c'était la campagne de 2017, de supprimer 120 000 postes. Résultat, il y a 176 000 agents supplémentaires aujourd'hui. Le budget qui est proposé prévoit une réduction du nombre de postes, je viens de le dire, de 3000. Mais je crois que si on regarde la question des finances publiques dans leur ensemble, c'est beaucoup les dépenses sociales qui ont alimenté la dette publique ces dernières années. Et si on se projette à l'avenir, évidemment en 2027, la question d'une réforme structurelle, notamment des retraites, se pose. C'est ce que propose mon parti, Renaissance, avec Gabriel Attal, et je crois que c'est une clé essentielle pour l'avenir. Reconnaissez que c'est un échec d'Emmanuel Macron en la matière sur l'histoire de la suppression du nombre même ciblé des fonctionnaires en France. Vous avez été un de ses proches conseillers, jadis, d'Emmanuel Macron. Là-dessus, il a échoué. Franchement. D'abord, il y a beaucoup de recrutements de fonctionnaires que vous évoquez qui ont été faits par les collectivités locales. Là-dessus, ce n'est pas l'État qui décide. Ensuite, effectivement, le choix qui a été fait par le président de la République, ça a été de réformer les dépenses sociales. C'était le cas de la réforme des retraites, c'était le cas de la réforme de l'assurance chômage, des différentes réformes de l'assurance chômage, de réduire le déficit en dessous de 3%, c'était le cas jusqu'en 2019. Ensuite, il y a eu la crise, et d'investir dans les services publics. Je crois que cet équilibre-là, c'est celui qu'il faut continuer à chercher. Vous évoquez Amélie de Montchalin, elle en avait parlé récemment. Où en êtes-vous, David Amiel, de la suppression de
certaines agences de l'État, elle l'avait dit, hein, la ministre des Comptes publics, vous en êtes tout. C'est en cours. Ça a été un sujet qui a été extrêmement débattu au début de la discussion budgétaire. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Eh bien, à tort, parce qu'effectivement, c'est une question importante. On peut mieux faire en regroupant aussi des institutions qui sont aujourd'hui séparées. Mais je vous donne un exemple. Moi, je suis ministre de la fonction publique. Exemple. On a un enjeu clé sur la formation d'un certain nombre de fonctionnaires. On a ce qu'on appelle des instituts régionaux d'administration. Aujourd'hui, il y en a 5 qui sont indépendants. Eh bien, moi, ce que je suis en train de réaliser, c'est de les regrouper en un seul établissement public pour assurer à la fois une meilleure formation et évidemment être beaucoup plus efficace. C'est ce que je fais dans mon périmètre et chacun des ministres doit, dans son périmètre, pouvoir réorganiser ainsi les choses. Encore une question sur votre périmètre, si vous le permettez, David Amiel. Le point d'indice, est-ce qu'il est encore gelé pour 2026, celui des fonctionnaires? Oui, tout à fait, parce que nous sommes dans une situation... Le budget du gouvernement prévoit effectivement de maintenir le gel du point d'indice. C'est un effort considérable, mais c'est un effort indispensable dans la situation des finances publiques actuelles. Est-ce qu'il y a une inquiétude aujourd'hui, David Amiel, autour de... Alors nous sortons de votre périmètre, de la question agricole. Vous avez vu la colère des paysannes. Est-ce qu'il faut signer le Mercosur? Emmanuel Macron a demandé un report de la signature à Madame von der Leyen. C'est prévu samedi prochain. Emmanuel Macron a effectivement rappelé qu'aujourd'hui le compte n'y était pas, en particulier sur les 3 demandes qui sont centrales pour notre pays, ce qu'on appelle la clause de sauvegarde pour pouvoir protéger nos marchés agricoles, la question des clauses miroirs pour s'assurer que les normes que l'on impose à nos agriculteurs, on les impose aussi aux produits importés, et les contrôles. Il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès ces dernières semaines sur ces 3 sujets, précisément parce que la France met une pression considérable, mais pour l'instant le compte n'y est pas encore, et c'est la raison pour laquelle le président de la République a demandé à la Commission européenne de décaler ce qui était prévu au mois de décembre. Le gouvernement auquel vous appartenez redoute une crise agricole majeure entre l'épidémie qui frappe les éleveurs et cette signature dont on se demande si elle pourrait être repoussée, franchement. L'agriculture, ça paraît compliqué. Hein. Là, c'est une poignée de jours. L'agriculture, c'est un enjeu stratégique majeur pour notre pays. C'est l'assurance vie de notre pays. Donc effectivement, on fera tout ce qu'il faut faire pour pouvoir protéger l'agriculture française. Nous verrons bien. Merci en tous les cas. À vous. Merci David Amiel. Merci. Merci Jean-François Aquili et David Amiel. Vous voulez réagir à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment sur les économies possibles que l'on peut faire, bien sûr, dans la dépense publique, sur les achats de bouilloires, comme on le disait, de canapés, de fauteuils, de tables, par exemple, dans les mairies. Bien sûr, de stylos, oui, bien sûr, mais des imprimantes. Enfin, il y a énormément de choses, quoi. Hein, bien sûr, où on peut faire des économies. C'est particulièrement intéressant. Vous nous appelez, pas forcément les chevaliers du fiel, les municipaux, qui plaisantent souvent autour de ça et qui, évidemment, probablement rebondiront, bien sûr, dans leur émission entre 17h et 18h. Puis on revient, bien sûr, dans un instant aussi sur les causes profondes de la crise agricole actuelle. Quelles sont les causes, selon vous? Est-ce que c'est la dermatose dont on parle beaucoup aujourd'hui, ou c'est un malaise plus profond, un sentiment d'abandon des agriculteurs, ou les accords internationaux tels que le Mercosur? Vous appelez 0826 300 300 et nous en débattons également avec Françoise Degois et Philippe David ce matin, en ce lundi 15 décembre.